Bonsoir une fois de plus les amis et merci d'être toujours si nombreux à nous suivre. Merci d'être toujours des nôtres à chaque émission du Regen Talk. Alors, bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui est consacrée à un sujet qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, l'épidémie du stress et du burn-out. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les défis et les responsabilités semblent s'accumuler sans relâche, il est devenu essentiel, il est devenu primordial de prendre conscience des effets dévastateurs du stress chronique et du burn-out sur notre santé physique et mentale. Alors, lors de ce Rogan Talk épisode 12, nous ne nous contenterons pas que de mettre en lumière les défis et les risques liés au burn-out, mais nous allons également explorer les solutions concrètes pour reconnaître les signes précurseurs, pour prévenir les états d'épuisement et lorsque cela est nécessaire, d'entamer également le processus de guérison. Et qui suis-je? Je suis Robert Wamba, affectueusement appelé Roby Empire, auteur de l'ouvrage La grandeur derrière l'échec. Sans plus tarder, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invité, j'ai nommé Ghislain Kanko. Bonsoir Ghislain et merci d'être des nôtres à cette édition du Regen Talk. Bonsoir, bonsoir Robert. Merci vraiment pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour pouvoir échanger non seulement sur ce sujet, mais pour pouvoir aussi parler de mon expérience personnelle. Je pense que c'est quelque chose qui, lorsqu'on a quelque chose de palpable, cela attire plus l'attention et on comprend que personne n'est épargné en fait. D'accord, super, magnifique. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, Ghislain, parce que je suis convaincue qu'il y en a qui ne te connaissent pas, qui se demandent, mais qui est Ghislain? Que fait-il? Où vit-il? Voilà. Ouais, moi, c'est Ghislain Kampo, bien affectueusement le fils de maman Hélène, comme j'aime de me présenter. Je suis master ingénieur. Je vis dans la ville de Munich, München, et je suis chef de projet à la société ferroviaire allemande, D'accord, de façon d'accord, brève. d'accord. Et depuis combien de temps vis-tu en Allemagne? Je suis en Allemagne depuis 7 ans et quelques mois déjà. Et ouais, avant de venir en Allemagne, j'ai eu à faire un bachelor au pays, ingénieur de travaux dans le secteur ferroviaire à l'UT de Douala, et ensuite ingénieur Maschinenbau à l'Université de Dortmund et master il y a de cela quelques mois dans le project management, le management de projet à l'Université de Mülheim. D'accord. Quel parcours assez inspirant, voilà. Et pourquoi est-ce que tu as voulu partager ton expérience par rapport au stress, au burn-out? Pourquoi cette envie de nous édifier par rapport, voilà, à ces phénomènes? L'envie naît déjà du fait que moi, personnellement, je ne l'aurais pas pris cette chose au sérieux si je n'avais pas été victime, en fait. Si je n'avais pas été victime, j'aurais pensé que c'est de la sorcellerie ou alors c'est, comment je vais dire ça, ce sont des coutumes que quelqu'un a fait au village parce qu'on écoute tous les jours que nous sommes en Allemagne. Il y a des étudiants qui meurent dans leur chambre, des étudiants, on rencontre des Camerounais décédés. Souvent, on pense qu'on les a empoisonnés, souvent, on pense que ce sont les coutumes, mais ce n'est pas souvent ça. Si moi, personnellement, par exemple, je vais revenir sur l'histoire, si j'étais aussi seul ce jour-là dans ma chambre, je serais décédé. D'accord, d'accord. En tout cas, n'allons pas vite en besogne. On reviendra justement sur cette partie-là assez croustillante, voilà, où tu vas vraiment parler de ton expérience, de comment est-ce que tu as vécu. Mais déjà, Ghislain, au vu de ton expérience, au vu de tout ce que tu as vécu jusqu'ici, comment est-ce que tu pourrais définir le stress et le burn-out, tout simplement, peut-être pour ceux qui entendent toujours parler de la notion, mais qui ne savent même pas vraiment ce que ça signifie? Si je veux commencer avec le stress, ce qu'on devrait savoir, c'est que le stress est un phénomène naturel. Personne ne peut éviter le stress. Tout changement qu'un être humain subit dans sa vie, tout nouvel événement un être humain subit dans sa vie, crée du stress. Et ce stress-là, lui, peut être positif comme négatif. Là, c'est d'où le jeu, c'est d'où notre quiétude devrait plus se focaliser. Il y a des stress, par exemple, qui nous permettent d'améliorer nos compétences.
Prenons un exemple. On a les évaluations qui approchent et on sait, OK, les évaluations, c'est dans 2 mois. On entre en période de stress quand on sait, oui, nous ne sommes pas assez préparés, on doit faire quelque chose, en fait. On doit se mettre à jour. Et c'est un stress positif dans ce cas-là. Ça nous aide à nous booster, ça nous aide à être plus vigilants et ça nous aide aussi, dans certaines mesures, à avoir plus de créativité. C'est un peu comme une adrénaline. Mais maintenant, ce stress-là, s'il devient à long terme, je vais prendre un exemple. Si on prend un stylo de bic, un stylo, on essaye d'exercer des forces sur ce stylo-là. Ce stylo peut résister. Mais si ces forces-là sont répétitives, il y a l'effet de fatigue. C'est exactement comme ça que notre corps subit. Si le stress négatif qui nous prend, le stress négatif, c'est le stress qui nous prend lorsqu'on n'a pas de contrôle sur la situation qui est en train de venir. On prend un étudiant, par exemple, qui se trouve au 3e faisceau. Il n'a presque plus le contrôle sur ce qui est en train de venir, sur la dernière chance qu'il aura. Il ne sait pas comment l'épreuve sera. Le plus difficile à ce moment-là, par exemple, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est ça. C'est son état à l'instant-là. Okay. Et s'il subit plusieurs fois ce genre d'événement, à un moment, le cerveau va lâcher. D'accord. Le cerveau peut facilement lâcher. Donc, ça, c'est un peu plus ce qui concerne le stress. Et maintenant, lorsqu'on parle du burn-out, le burn-out ici, il est plus focalisé au fait. Orienté, voilà. Ouais, il est plus orienté sur des personnes qui travaillent et qui ne savent pas reconnaître eux-mêmes la valeur de leur travail. C'est très important donc tu fournis des efforts et tu ne parviens pas à te récompenser toi-même pour tes efforts. C'est quelque chose de vraiment important pour le cerveau. Il s'attaque beaucoup plus aux travailleurs. Aussi les étudiants, mais beaucoup plus aux travailleurs. Vous avez des personnes qui travaillent énormément, qui fournissent assez d'efforts, mais ils ont des chefs, par exemple, qui ne reconnaissent pas leur valeur là, qui ne reconnaissent pas leur travail, qui ne reconnaissent pas leur plus-value. Et à ce moment-là, ils peuvent entrer dans une période de burn-out. Ils perdent une confiance en eux. Et là, maintenant, le burn-out, lui, va se manifester sur 3 aspects. Je crois que le premier des aspects ici, le plus important, c'est l'épuisement émotionnel. On ressent une fatigue extrême. OK, avant que d'arriver sur les conséquences du burn-out, voilà, il était d'abord question de baliser un peu toute cette terminologie, afin qu'on puisse comprendre ce que le stress et le burn-out signifie, quoi, de façon assez simpliste, quoi. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, parlons du stress, déjà, tu as dit que c'est un phénomène naturel et on peut déterminer le stress positif et le stress négatif, voilà. Et en une phrase, de J'aurais façon souhaité, oui. simple, s'il fallait que tu Mais définisses. ceux qui veulent m'écouter quand je parle. Voilà, je vais demander à tous ceux qui rejoignent le talk, s'il vous plaît, de muter vos micros. Voilà, voilà, je te disais ce que, alors, le burn-out, s'il fallait en une phrase que tu le définisses de façon simple, qu'est-ce que tu dirais? Le burn-out, si je veux le définir de façon très simple, Oui. c'est lorsque un être humain a un déséquilibre entre les efforts qu'il fournit et ce qu'il reçoit en retour. Et les résultats, au fait. S'il y a déjà ce déséquilibre-là, c'est un problème. Ça veut dire que si je fournis 8 heures de travail, je dois être en mesure de recevoir 8 heures de repos déjà pour pouvoir égaliser, pour pouvoir équilibrer cet élément-là. Je pense que les professionnels de santé auraient peut-être plus utilisé les termes assez techniques pour pouvoir indiquer cela, mais le burn-out, c'est beaucoup plus ça. OK, d'accord. Et selon toi, à quel moment est-ce que le burn-out est devenu un problème de santé assez préoccupant dans notre société? Je pense que l'évolution qu'on observe de la société aujourd'hui, que ce soit l'évolution industrielle, l'évolution technologique, ça fait à ce que les entreprises aujourd'hui se trouvent au tas de roues. La demande est tellement élevée. Et lorsque cette demande-là est élevée, qu'est-ce que les chefs font? Ils rabattent le travail sur les ouvriers. Et ces ouvriers-là, par moment, on oublie qu'ils sont des humains. Par moment, on oublie qu'ils ont des limites. Et souvent, ces ouvriers-là, eux-mêmes aussi, oublient qu'ils ont des limites. Parce qu'ils essaient toujours de prouver et de prouver. Et cela vient au point où on ignore souvent nos efforts. On ignore nos efforts et ça crée une perte de confiance totale en soi.
D'accord. On a l'impression que les efforts qu'on fournit ne sont jamais vus, qu'on n'existait même pas en entreprise. Et certaines personnes vont jusqu'à faire 2 à 5 ans à la maison à cause de ce genre de situation. Donc, lorsqu'on a déjà ce ressenti-là, qu'on ne se sent pas pris en considération, si quelqu'un ressent déjà cela, si on a ce pressentiment qu'on n'est pas pris en considération, que notre avis ne compte pas, que nos efforts ne comptent pas, ou que nos efforts ne sont pas vus par ceux qui devraient vraiment le faire, on doit vraiment faire attention. On est en OK. train de s'orienter lentement vers ce burn-out. D'accord. Mais là, Ghislain, quand tu parles du burn-out, tu fais beaucoup plus très aux travailleurs. Est-ce à dire que ce sont justement cette catégorie de personnes qui fait face au burn-out? Connais-tu Beaucoup, par exemple des étudiants? Connais-tu par exemple des personnes lambda? Est-ce qu'elles ne sont pas sujets également au burn-out? beaucoup plus les travailleurs, il faut être honnête dans ce sens-là. Les étudiants, le burn-out chez eux, il se matérialise beaucoup plus dans leur début de semestre, si je veux dire ça comme ça. Lorsqu'ils commencent les études, parce que c'est une période assez difficile pour nous. Nous avons grandi, je prends la communauté par exemple camerounaise, nous avons évolué au Cameroun avec un système éducatif différent de celui de l'Europe. Ça fait que lorsqu'on arrive par exemple à notre premier semestre, on a 7 matières. Et que sur ces 7 matières-là, on ne réussit même pas 5. À ce moment-là, le burn-out commence à se former. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait même pas rien. On a l'impression qu'on n'a même pas le niveau, au fait. On a l'impression que nos efforts ne valent pas la peine. Et à ce moment-là, l'étudiant entre dans la phase d'embrouille. Et c'est très critique. Parce que la mauvaise décision qui peut être prise à ce moment-là peut définir son parcours intégral en Allemagne. Alors, quels sont selon toi les signes du burn-out que l'on devrait surveiller chez notre entourage? Voilà. Qu'est-ce qui doit nous alerter et nous faire comprendre que non, mais celui-ci il doit souffrir du burn-out? Ouais, bien après que j'ai été victime de ce phénomène-là, cela m'a amené à faire un peu quelques recherches concernant le burn-out et le stress. Concernant le burn-out, par exemple, j'ai eu à lire un article de Christina Malache. Elle avait eu à publier ça en 1980, où elle expliquait que le burn-out, lui, il est focalisé sur 3 aspects. 3 aspects vraiment importants qui le définissent. Nous avons l'épuisement émotionnel dont j'ai évoqué tout à l'heure. Vous êtes avec quelqu'un qui a un sentiment de surménage à tout moment, fatigue extrême. Donc, quand je pense que chacun peut observer beaucoup plus ses contacts, son entourage. Il y a des personnes, lorsqu'ils entrent en fatigue extrême, vous pouvez directement remarquer cela. Il y a ce sentiment de surménage. Le deuxième aspect, c'est la dépersonnalisation. Vous avez une personne qui est sinistre sur tout. La personne est assez négative. Ou alors, vous avez une personne qui était autrefois très attentive lorsque vous lui faisiez part de vos problèmes, que subitement, elle gefühllos, n'a presque plus de ressenti lorsque vous lui parlez de certaines choses. Vous avez une personne qui est assez irritable. Parce que lorsque quelqu'un est très calme et qui traverse cette période, il devient assez irritable. Vous lui dites un bonjour mal placé, ça part vraiment dans tous les sens. Ce sont des éléments d'alerte qu'on doit beaucoup observer. Maintenant, si on parle sur le troisième aspect, la réduction de l'accomplissement personnel. Vous avez quelqu'un qui vous dit à tout moment comment il est inefficace. Il est toujours en train de vous parler de ses faiblesses, comment est-ce que sa vie n'a plus de sens, comment est-ce que ce sont des signes alerteurs et qui deviennent chroniques. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent arriver à un niveau où ils ont envie de parler du suicide. Donc, pour eux, leur existence ne vaut plus la peine. Et il faut beaucoup prêter attention. Il y a aussi exactement le sentiment d'inefficacité, exactement l'irritabilité dont j'ai parlé. Donc, ce sont les 3 aspects vraiment que lorsque nous sommes avec nos personnes, lorsque nous sommes dans un entourage, on devrait observer chez chaque personne. C'est très important. OK. Et je dirais également que nous devrions observer ça chez nous-mêmes également, parce que parfois, on peut Merci beaucoup. du burn-out sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, avant que de regarder chez le voisin, observons-nous. Tu as bien fait de lister les 3 principaux signes alerteurs
Voilà. Et une fois qu'on se rend compte qu'on peut être victime de cela, je pense qu'il y a un début de solution, quoi. Voilà. Puisque tout à l'heure, nous allons parler effectivement des stratégies, des astuces qu'on peut implémenter afin de pouvoir sortir de ce burn-out. Voilà. Et si on revient maintenant au stress, Ghislain, quels sont ces signes annonciateurs, les signes précurseurs qui peuvent nous faire savoir qu'on souffre de stress, bien que notre entourage souffre du stress? Euh, le stress, je ne vais pas trop parler des signes alerteurs parce que, comme j'ai dit, c'est un phénomène naturel qui se produit tous les jours. Lorsqu'on fait face à une nouvelle situation, subitement, on entre en situation de stress. On devrait savoir cela. Maintenant, il devient dangereux à quel moment? Ça, c'est vraiment la question clé. Ici, le stress, lui, se manifeste le plus souvent en trois phases. Là, Oui, c'était aussi un article de quoi c'est House Sally. oui, C'était en anglais. Un instant, je pense que je dois brancher rapidement mon ordinateur. voilà. OK, pas de problème. Les amis, à Facebook, s'il vous plaît, likez, partagez le live. Le lien Zoom est épinglé en commentaire si vous voulez participer, si vous voulez poser des questions directement à notre invité, faites-le. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas de quoi on parle justement, on parle du stress et du burn-out, comment détecter, quels sont les signes alerteurs, comment le prévenir et aussi comment guérir, parce que oui, c'est possible de guérir du stress, du burn-out, mais pour cela, il faut d'abord accepter, il faut reconnaître, voilà, qu'on souffre de cela. Et tout à l'heure, il venait de lister différentes stratégies, différents signes, voilà, qui doivent nous alerter, nous faire comprendre que on souffre vraiment de ces phénomènes. Voilà, Ghislain, je pense que tu as branché à ton Ouais, PC. On parlait effectivement des signes, voilà, des signes qui devraient nous alerter et reconnaître qu'on souffre du stress, bien que notre entourage souffre du stress, voilà. exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le stress, c'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter. Et lui, il se développe sous trois phases. Il y a cette phase d'alarme là. Donc, lorsqu'on fait face à une nouvelle situation, notre corps est en alerte. Et puisque le corps est en alerte, il faut essayer de réagir, il faut essayer de faire quelque chose. Oui, Là, il n'y a pas encore de souci. Mais la deuxième phase, c'est la phase de résistance. Lorsque vous avez une situation dans votre vie, vous constatez que malgré les efforts que vous fournissez, malgré tout ce que vous apportez comme solution, oui, et qu'il n'y a pas de changement, il y a cette résistance-là, il y a cette constance dans la situation, vous devriez subitement tout arrêter. Vous n'avez plus de contrôle sur la situation. Et c'est là où vous devez directement vous tourner vers des solutions vraiment dont on va parler tout à l'heure. Il faut bien se tourner vers ces solutions. Parce que si ça traverse cette étape de résistance, vous entrez dans l'épuisement. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus l'envie de parler de la situation. Vous n'avez plus l'envie de faire face à la situation. Ce que vous voulez, c'est vous laisser emporter. Et c'est là où c'est critique. et c'est Là, en il ce va falloir moment qu'on maintenant, parle de, désolé de te couper, est-ce en ce moment qu'on parle de stress chronique? ouais, il devient chronique. C'est à ce moment-là qu'il devient chronique. Parce que tu n'as plus le contrôle sur la situation, tu ne peux plus rien faire, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'orientation. Et à ce moment-là, c'est même difficile pour toi de reconnaître que tu es dans ce stress-là. Tu as D'accord. l'impression que la vie, ça vient, ça part. Mais à ce moment-là, tu entres en dépression. Là, il faut vraiment des spécialistes pour t'aider à traverser rapidement cette situation-là. OK, voilà. Voilà, tu fais bien vraiment de le préciser. Mais la question que j'ai envie de savoir, c'est quels sont selon toi les facteurs, vraiment les facteurs assez explicites qui poussent les gens à entrer dans ce burn-out, mais dans ce stress-là? Quelles sont les causes? Voilà. S'il faut rester dans notre communauté, par exemple, ici en Allemagne, avec les réalités que l'on a, voilà, qu'est-ce qui, selon toi, au vu de ton expérience, peuvent pousser les gens à entrer dans ce stress-là, ou bien dans ce burn-out. Si on commençait par le burn-out, par exemple. S'il fallait citer, par exemple, trois causes majeures, voilà. Euh, Dans le burn-out, s'il y a une cause principale que je vais d'abord commencer par citer, c'est le manque d'estime en soi. C'est un point. Souvent, on manque trop d'estime en soi. Un point qui se contredit légèrement à cela, c'est l'excès de confiance en soi. On pense qu'on peut tout gérer.
Donc, les points là, ils s'opposent vraiment, mais on doit faire très attention. Quand je dis le manque d'estime en soi, cela veut dire, par moment, lorsqu'on fournit des efforts, comme je dis souvent, lorsque tu réussis ton premier examen souvent, fais-toi un cadeau. Dis-toi, j'ai fait quelque chose et je suis fier de ce résultat d'abord. C'est là où je veux parler de ce manque de confiance en soi. Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est la surestimation en soi. On pense qu'on peut tout contrôler. On pense qu'on peut tout faire. C'est impossible. Tout être humain a des limites. On doit savoir ça et on doit être conscient de cela. Tout être humain a des limites, peu importe le domaine dont on veut parler. À un moment, il faut accepter que oui, ceci est au-delà de moi. Je ne peux plus ou je ne peux pas. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de me faire accompagner. Et ce qui introduit directement le troisième point, on refuse souvent de se faire accompagner parce que nous sommes dans l'optique de je maîtrise. Oui, voilà. Nous sommes dans Donc, je l'optique. pense que ces trois facteurs que tu as énumérés, chacun devrait faire, si je peux dire, un check-up personnel pour voir s'il est, s'il se reconnaît dans l'un de Il est ces facteurs. concerné. Tu as parlé de la surestimation, de l'estime de soi, c'est ça? Ouais. Et de quoi encore? La C'est vrai que les... surestimation, le manque de confiance en soi. Oui, Et comme troisième élément, c'était le dans fait le d'être... sens communication. Voilà, On effectivement. refuse d'aller chercher l'aide. Voilà, également. Voilà. Donc, ces trois facteurs, c'est parlons du cas du burn-out. Voilà. Ouais. Et est-ce les trois facteurs également qui poussent au stress ou bien quand on parle du stress, maintenant, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte? Certes, les trois facteurs entrent aussi en compte lorsqu'on parle du stress, mais euh, un facteur plus, comment je vais dire, plus pertinent et qui touche beaucoup les étudiants concernant le stress, c'est la négligence. OK. Nous sommes toujours dans l'optique, la dernière minute. On va sortir les derniers farces, la dernière minute, on va gérer le problème. Non. On pense qu'on a trop le temps. Non, non. On n'a pas souvent le temps. On n'a pas le temps. Souvent, certains disent 5 ans, c'est beaucoup, 3 ans, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est plus difficile lorsque tu te trouves dos au mur et que tu as maxi 3 mois pour résoudre un problème. Et là, ton stress peut devenir chronique, vraiment chronique. Nous avons dans le NRB plusieurs personnes qui ont commencé à entrer dans la rue. Ils ont perdu la raison. Comment dire? Ils sont devenus fous à cause de Oui, ce genre d'éléments. oui. On pense qu'on a trop le temps. Donc, il y a ce côté de ce phénomène de négligence-là que chacun devrait vraiment prendre le temps d'observer dans sa vie. Il D'accord. fruit à, tu te prends avec, aussitôt que tu te prends avec un problème, aussi, moins tu as le stress et plus tu as la capacité de réfléchir aux différentes solutions qui pourraient s'ouvrir à toi. D'accord. Ça, c'est un Là, premier point. Le mhm. deuxième point que je vais prendre, c'est le m'as-tu vu. On a l'impression que on vit pour les autres. Et c'est un phénomène qui touche beaucoup notre communauté. Nous vivons souvent pour faire plaisir aux autres qu'à nous-mêmes. Est-ce que tu as OK. fait ma nouvelle chaussure que j'ai achetée? J'ai une nouvelle voiture là. J'ai aussi fait le permis. Est-ce que tu as fait le permis comme moi? J'ai fait tel fait job. Est-ce que tu as fait le fait job? Sans toutefois oublier que nous ne sommes pas prédisposés aux mêmes situations. Nous ne venons pas des mêmes familles, au fait. Chacun sait comment il a fait pour être en Allemagne ou en Europe en général. Chacun sait comment il a fait pour être en Europe. Ce complexe de comparaison qu'on a avec autrui peut nous faire sombrer vraiment dans le stress, peut nous faire nous mettre dans des situations où on n'a plus le contrôle. OK. Et le dernier élément que je vais énumérer dans ce point-ci, c'est souvent la famille. Quand on a les familles qui ne comprennent pas les situations par lesquelles on passe. Mais par ricochet, j'aimerais dire, quand on donne l'impression à nos familles, à nos connaissances que l'Europe, c'est le paradis, c'est normal qu'on vienne souvent nous poser certains types de problèmes. Oui. Il y a certains paradis, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais ce sont les 3 points que j'aimerais énumérer vraiment et qui D'accord. ont touché plusieurs personnes de mon entourage et que jusqu'à aujourd'hui, ces personnes en souffrent. Voilà, donc pour récapituler encore ces points, tu as parlé de la mauvaise gestion du temps Ouais. qui est l'un des facteurs vraiment qui conduit au stress.
Il est Ouais, important de ne pas attendre la dernière minute, de toujours planifier à temps, de se dire qu'on n'a pas assez de temps. Non. Un travail peut-être que tu peux faire en 1 an. Quand tu te retrouves en train de vouloir le faire en 1 mois, en 2 semaines, c'est normal que tu sois stressé et que les conséquences en suivent, au fait. Et après, tu as exactement. également cité le paraître. Voilà, malheureusement, beaucoup de personnes vivent pour le paraître, pour d'autres personnes, voilà. Et ça entraîne ce que ça entraîne, que ce soit sur l'estime de soi, même sur le plan financier. On se retrouve dans un stress, voilà, parce qu'on veut plaire aux autres. Oublions que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, au fait. Et Et, c'est impossible. et déjà, c'est C'est impossible. impossible, au fait. C'est impossible parce que peu importe, si déjà, disons, si déjà Jésus a été régné, s'il faut le voir comme le modèle par excellence pour les religieux, à plus forte raison une personne lambda. Et pour chuter, tu as aussi parlé de la famille, voilà, qui malheureusement aussi ne sont pas conscients des réalités de plusieurs ici en Europe ou en Allemagne, vu qu'on parle de notre contexte. Mais tu fais bien également de chuter en précisant que de la façon dont on leur parle de ce que nous vivons ici, voilà, c'est aussi comme ça qu'ils appréhendent les choses. Mais j'aimerais également faire une petite parenthèse en disant qu'il y en a malgré tout qui parlent des réalités à leurs parents, mais ceux-ci se disent, OK, mais si l'enfant du voisin a pu peut-être construire un R+3 en tel nombre de temps, mais pourquoi toi, tu ne le peux pas? Donc, ce sont des réalités auxquelles plusieurs personnes Ouais. font face et j'en parlais également dans mon livre pour ceux qui ne connaissent pas la grandeur derrière l'échec des réalités que moi-même j'observais dans mon entourage. Et ce que j'ai eu à remarquer, vraiment, c'est un fléau vraiment qui mine, je peux dire, notre communauté, au fait. Mais il est plus qu'important. C'est pour ça que les amis, partagez ce live à un maximum de personnes parce qu'il faudrait vraiment que nos parents, pour ceux qui ne savent pas encore, sachent que ce n'est pas évident. Comme on le dit trivialement, ben ne donne pas le lait, au fait. Donc, parfois, on exerce une pression sur nos enfants ici en Europe, oubliant que le quotidien n'est pas du tout évident. Donc, les amis, likez le live, partagez. Si vous avez déjà des questions, posez-les dans le chat. Tout à l'heure, vous pourrez également intervenir afin d'apporter un plus à ce que notre invité dit ou bien d'intervenir pour chuter ou bien voilà, pour donner votre avis. Donc, Ghislain, j'aimerais maintenant que tu parles un peu de ton expérience personnelle. Tu as parlé un peu des facteurs qui conduisent au stress, au burn-out et tout, mais il y a beaucoup qui aimeraient connaître ton histoire, ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui t'a conduit au stress, qu'est-ce qui t'a conduit au burn-out. Voilà, si tu peux en quelques points vraiment nous dire ton état d'esprit en ce moment, ce que tu as vécu, ça édifierait plus d'un. Ouais, ça me fait aujourd'hui rire. Mais pour dire vrai, j'avais envie de fouetter mon corps. J'avais envie de me fouetter souvent. Parce que je ne comprenais pas comment j'ai fait pour me trouver à ce niveau-là. J'ai un gros problème, le perfectionnisme. Oh, Ouais. Souvent, c'est un élément qui nous conduit à un stress. Et j'ai toujours l'impression que je peux tout contrôler. Ouais, je sais que j'ai ce défaut-là, je sais que euh, j'ai cette difficulté-là. Je pense que je vais tout faire très bien, je vais tout contrôler. Tout commence quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur à la fac, à Maschinenbau. Donc, pour dire, il n'y avait pas de vraie raison vraiment pour que je me trouve dans cette situation-là. J'étais en période de master. Donc, un instant, je vais muter. Voilà. Les amis, s'il vous plaît, à ceux qui rejoignent le Zoom, s'il vous plaît, bloquez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Tu peux continuer, Gisela? ouais, comme je disais, j'étais en train de faire mes études en master dans le project management. J'ai fait un premier semestre. C'était une période de corona. Ça fait que j'entre dans les études, c'est en ligne. J'ai fait mon bachelor ingénieur dans les temps réglementés. J'ai fait vraiment mes 7 semestres. J'avais mon diplôme. J'ai commencé directement avec le master. Donc, lorsque je commence le master, on a six matières. On a 5 matières. On a 5 matières, ouais. Les cours Oui. sont en ligne, donc je suis un peu déboussolé. C'est une nouvelle université. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Sur 5 matières, j'échoue 3. Oui. J'échoue 3. Et je réussis seulement 2. Et avec les notes qu'on te repêche seulement, tu as 10. Donc, c'est Oui. fier. Tu as En fier. allemand, oui. En allemand, justement, le fier comme un nul, ouais. Ouais, c'est comme le 10 de moyenne en ces matières-là. Oui. Ce qui fait que je suis troublé. Je dis, mais je ne reconnais pas. Moi, mon papa nous a toujours éduqués avec l'optique du perfectionnisme, comme je vous dis là. Mon papa nous disait rarement mes félicitations.
il préférerait qu'un enfant ait 10 de moyenne et il soit premier que d'avoir 17 et sortir 10e. Ah bon? Ouais, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc, ce Ah, qui fait que j'aspire toujours au perfectionnisme. Je veux toujours être celui qui doit être devant. Donc, je suis dans une nouvelle filière. Je suis dans une filière où il n'y a pas de loi. avant de te couper, voilà, pour revenir un peu à la jeunesse, disons à ton enfance, à l'école primaire, tout ça, est-ce à dire que tu étais toujours parmi les premiers, que ce soit à l'école primaire ou au secondaire, un truc du genre, ou bien du moins parmi les meilleurs? J'étais parmi les meilleurs, j'étais toujours parmi les 5 premiers, voire maxi 10. Mais de mon secondaire en terminale, j'étais toujours parmi les premiers, pas seulement premiers de ma salle, mais premiers de l'établissement. OK. Donc, Voilà. ça m'a valu beaucoup de prix. Donc, c'était toujours cette optique-là, en fait, ce à quoi j'aspirais. Et lorsque j'arrive même à l'université, oui, c'est la même chose, en fait. oui. Donc, Tout moi, continue je ne comme sur les supporte pas. roulettes, quoi. Exactement. Ça permet de comprendre pourquoi tu as été choqué quand tu as échoué 2 Exactement. matières sur 5. C'est pour ça que j'ai insisté que tu reviennes un peu sur la jeunesse. Ouais. D'accord, tu peux continuer. Donc, ce qui fait que même au bachelor ingénieur, comme aussi que ingénieur au bachelor, j'ai un semestre où je ne réussis pas beaucoup de matières. J'entre aussi dans un petit choc, mais je le gère rapidement parce que le semestre qui va suivre, je vais faire 60 crédits. Wow, en un semestre. Ouais, je fais 2 semestres en un semestre pour rattraper rapidement ce temps-là. Wow. Et j'ai pu le réussir. Donc, ce qui fait que je dis, je suis toujours dans l'optique que rien ne va me dépasser. Mais c'était l'erreur fatale. Vraiment fatale parce que lorsque j'échoue ces matières-là, ça fait que le semestre qui suit, j'ai 8 matières. Et en master, 8 matières en master, ce n'est pas les matières du bachelor. Tu as les exposés à tout moment. Chaque semaine, tu as minimum 2 exposés où tu dois te préparer, tu dois lire les documents. Il n'y a pas les sources de lecture dans les exposés sont les livres. Donc, tu dois être constamment à la bibliothèque, tu dois constamment lire. J'avais une matière où nous étions 3 dans le groupe. Et parmi ces 3-là, j'étais avec vraiment des Allemands. Et pour se faire respecter, quand vous rencontrez, tu dois toujours prouver que oui, j'ai lu, je maîtrise. Sinon, à un moment, on peut te dénigrer et ça se présente. Quand les Allemands constatent que tu ne travailles pas, ils te manifestent cela clairement. Donc, j'entre dans la matière d'abord très tard parce que je n'ai pas pu m'enregistrer dans la matière à temps. J'avais 8 matières, comme je disais. Oui. Et ces matières-là, j'allais beaucoup travailler. Donc, chaque semaine, on avait un exposé. Et chaque semaine, il y avait les exposés que tu faisais seul. Il y avait les exposés que je faisais aussi en groupe. Donc, quand la période-là s'approche, la période où je fais une chute, parce que j'ai fait vraiment une chute, je ressentais vraiment les maux de tête. J'avais vraiment les maux de tête très pressants. Je ne dormais plus, j'avais perdu le sommeil. Et moi, je disais, ah, c'est pas grave. C'est juste pour quelques mois. Après, je vais retrouver mon équilibre normal. Oui. À la veille, j'ai les maux de tête intenses le matin. Et je suis du style, quand j'ai les maux de tête, j'évite les remettre. Je préfère boire de l'eau, je préfère prendre le repos. Oui. Mais je ne parvenais même plus à prendre de repos, je ne parvenais plus à boire de l'eau. Je me suis dit ce jour-là, demain j'ai exposé. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dormir, je finis mon exposé demain et je vais aller voir le médecin après. Je me rappelle, je faisais un VEC student cette période-là. Donc, au boulot aussi, j'avais beaucoup de responsabilités, puisque mon VEC student était le management. J'avais beaucoup de projets que je devais aussi présenter. Donc, j'avais le stress de tous les côtés. OK. J'ai dormi normalement cette nuit-là. Le matin, je me suis réveillé. J'ai dormi vers 1h30, 2h. À 5h, j'étais déjà debout. À 5h, j'étais déjà debout. Donc, pour montrer que je n'avais pas un sommeil. Je n'ai pas pu dormir. Parce que je cogitais beaucoup sur l'exposé qu'on devrait faire. Je me suis réveillé, j'étais sur le lit. À 7h30, je me lève, je passe sur mon bureau d'études, j'allume ma machine normalement. Je suppose que tout va bien. Je sais que j'ai allumé la machine. Moi, je me rappelle, j'avais allumé la machine. Et je me rappelle que j'ai eu une envie d'uriner. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller uriner rapidement. Je viens, j'ouvre mon exposé, je me prépare. Je ne me rappelle plus de tout ce qui s'est passé. OK. Jusqu'au moment où ma soeur est en train de me secouer et de me secouer violemment. Elle dit, appelle. Puisque j'avais un petit frère qui vivait chez moi à l'université, dans mon appartement. Elle dit, appelle rapidement l'ambulance, appelle l'ambulance. J'écoute ça, mais je suis couché, je ne sais pas de quoi ce qui se passe. Ouais, tu es un peu dans les vapes, quoi. Ouais. Exactement. Je suis soudainement dit, mais on appelle l'ambulance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne sais pas, tu es tombé 3 fois. Je dis, mais non, je ne suis pas tombé.
s'il vous plaît, laissez-moi d'abord, on va poser ça après. J'ai exposé dans 10 minutes, donc laissez-moi me connecter, je dois faire mon exposé. Elle dit impossible, je ne peux pas te laisser toucher la machine, tu n'es pas en état. Apte de... Ouais. Et je ressens cela quand je me lève. Quand je me lève, je retombe. Je n'avais plus de force. Parce que je venais de perdre près de 5 litres de sueur. Et ce sont les sels minéraux, pour ceux qui font la médecine. Ça veut dire que je venais de perdre beaucoup de sels minéraux. Ça fait le corps entre en paralysie, tu n'as plus de force dans tes jambes. Et à ce moment-là, c'est le cœur qui peut entrer aussi, qui peut prendre les crampes. Et si le cœur prend les crampes, tu décèdes. Il n'y a rien à faire. Donc, le temps que je me remette, puisqu'elle fait infirmerie, elle a su directement les soins qu'elle devait faire. Elle a fait directement l'eau salée pour me donner, pour que je me remonte rapidement, pour que je reprenne un peu les forces. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand je me suis levé pour aller uriner, apparemment, je suis sorti vraiment de ma chambre. Heureusement que je suis sorti parce que j'avais un grand appartement avec 2 chambres. Donc, elle avait sa chambre. Quand je sors, je suis à la porte. Elle passe, elle me salue. Je ne réponds pas. Elle a l'impression que peut-être j'ai mal dormi. Et lorsque elle entre dans sa chambre, elle me voit tomber avec le visage au sol. Et à ce moment, j'avais une table cassable au salon. Heureusement que cette table était un peu plus éloignée. Je tombe avec le visage au sol. Je ne me rends pas compte. Elle comprend que ça peut être sérieux, ça peut être vraiment un problème important. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, Ghislain? Je dis, ah, il n'y a rien. J'essaie de me lever. Je dis que je vais aux toilettes. J'ai perdu l'orientation. Quand je dis je vais aux toilettes, je rentre plutôt dans la chambre. Elle comprend, puisqu'elle fait infirmerie, elle sait que je suis en train d'entrer, je risque de faire un accident vasculaire. Elle me dit, non, tu n'es pas en train d'aller aux toilettes, tu es en train d'aller dans la chambre, il y a un problème. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Je pars dans la chambre, je retombe encore. OK. Elle appelle mon petit frère là, et lui, il était en train de se laver, il dit que viens, Ghislain a un souci. Il me raccompagne aux toilettes, je urine normalement, je reviens dans la chambre, je retombe encore. Pour une 3e fois. Pour une 3e fois. Et je ne me rappelais pas, je ne me suis pas rappelé de rien de tout ce qui s'est passé. Puisque après, c'est quand ils t'ont relaté les faits que voilà. Là, ce sont les faits qu'ils me relatent. Et c'est à ce moment-là que je me lève, j'essaie de causer avec elle, essaie de m'entretenir. Mais j'ai un souci. J'ai un exposé, je dois exposer. Donc, c'était la seule chose que j'avais en tête. J'ai dit, prenez mon téléphone. Elle dit, non, même le téléphone, tu n'as pas le droit à toucher au téléphone. J'ai dit, OK, entrez dans mon WhatsApp, écrivez dans tel groupe que j'ai une situation de santé, je suis en train d'aller à l'hôpital parce que je ne veux pas rater mon exposé. Elle me dit, OK, elle va essayer de faire l'effort. Pendant ce temps, on attendait l'ambulance. L'ambulance est arrivée, j'étais allongé sur le canapé. Pendant ce temps-là, je prenais l'eau salée, donc pour me remonter, pour reprendre les sels minéraux. Et jusqu'à ce que l'ambulance vienne, ils ont pris mes paramètres, ils m'ont injecté. Même c'est là où j'ai su que c'était vraiment terrible parce que le sang, on ne parvenait plus à faire ressortir le sang. Le docteur me dit, mais tu n'as pas de problème de glycémie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà eu à tomber une fois. Il dit, non, ça ne m'est jamais arrivé. Je joue, je fais le sport, donc ça ne m'est jamais arrivé. Il me dit, il y a problème, fais attention. Je suis entré dans il me dit, fais très attention. Pour toi, un jeune qui n'a jamais fait ce genre de truc, tu pouvais faire un AVC directement là où tu es là. Ils me disent, je dis que non, ce n'est rien, ce n'est pas grave, ça va passer. Ils me disent, OK, lève-toi, marche, descends les escaliers, on va aller à l'hôpital. C'est là où j'ai compris que je n'ai plus le contrôle sur mon corps. Je ne parvenais pas à lever le pied du sol. Donc, ils ont fait monter les appareils, ils m'ont porté. Ça fait bizarre, mais se trouver vraiment porté et poussé dans ces ambulances, c'est un autre gefühl, c'est un autre ressenti, au fait. C'est un autre ressenti. Ma cousine, puisqu'elle me dit, puisqu'on ne peut pas, c'était la période de Corona aussi, je crois que c'est la fin de Corona déjà, on ne peut pas entrer dans la voiture avec ton téléphone. On parle de quelle année là, Ghislain? 2022. 2022, l'an dernier, d'accord. Ouais, je crois que c'était la période de mai-juin. OK. Mai, ouais, avril-mai plutôt, avril-mai. Elle me dit, OK, prends ton téléphone. Quand elle me donne mon téléphone, je suis plutôt fier parce qu'elle dit, je vais faire mon exposé. On arrive à l'hôpital, on me met directement les appareils, tout. Laisse qu'ils finissent de me mettre les appareils, ils sortent, je me connecte. Je me connecte pour faire l'exposé, pour exposer vraiment. Ah, tu as vraiment l'intention d'exposer. J'avais vraiment perdu le contrôle de ce que... Je n'étais même pas conscient de ce qui m'arrivait. Ouais. Je me suis connecté. Je n'avais pas d'habit. Le professeur me voit, j'ai fait la vidéo. Puisque, apparemment, les autres étaient en train d'expliquer que, apparemment, j'ai eu un malaise, je suis à l'hôpital. J'ai dit, non, monsieur, je dois exposer, je suis déjà là. Il voit des appareils. Je me dis,
Une seconde, là. Les amis, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent d'arriver, coupez vos micros. Ouais, c'est bon, Ghislain, tu peux continuer. C'est là où le professeur me dit, mais Ghislain, tu es à l'hôpital apparemment. Je dis que oui. Il dit que, mais ce sont les appareils qui sont sur toi. Je dis oui, j'ai les appareils sur moi, mais je veux exposer. Il me dit, dans ces conditions-là, je ne peux pas te laisser exposer. Je ne peux pas exposer. Ce que je peux faire le plus, c'est peut-être te permettre d'écouter. Ta partie que tu devais exposer, les collègues, tes camarades vont exposer cette partie-là. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je suis resté connecté. D'accord. Et je suis resté, après ça, j'ai suivi les soins normalement. J'ai Pendant suivi combien de normalement temps les as-tu soins. été interné à l'hôpital? Ils m'ont interné une journée, puisque lorsqu'ils m'ont donné les sels minéraux, parce qu'ils m'ont Ouais, fait oui, plusieurs voilà. pochettes de sels minéraux, mon corps a pu reprendre ses forces et ils m'ont demandé de sortir. Ils m'ont interdit tout appareil. Je dois faire l'effort d'être coupé complètement du Tout appareil téléphone, électronique, tout ce qui est PC, électronique. voilà, Exactement. téléphone portable. Ouais, et que je dois faire le vide dans ma tête. Je dois faire le vide, je dois prendre le temps pour moi. Puisque quand je suis à cette période-là, par exemple, je ne mange plus, j'ai de la peine à manger, je perds l'appétit. Et pour moi, c'est normal. Voilà. Pourtant, ce sont des folies dont on ne s'en rend pas compte. Donc, vous voyez un peu, si par exemple, je m'écroulais dans la chambre, je serais décédé. S'il n'y avait On personne aurait dit, de toi, la chance que tu as eue, c'est qu'il y a un petit exactement, docteur on aurait qui dit, avait des notions également en médecine et qui a pu peut-être réagir à cet exactement, instant-là. Et exactement, voilà, malheureusement, il y en a qui vivent seuls. Voilà, nombreux vivent dans leur chambre. Et exactement, on retrouve mort dans des conditions parfois qu'on ne peut pas élucider. tout à fait. Et c'est un problème, au fait. C'est un problème qui est assez récurrent. On ne compte plus les personnes qu'on a retrouvées mortes dans les chambres. Et ça peut être Ouais, aussi à cause je vais dire, ça peut partir également d'un facteur comme le tien, quoi. C'est-à-dire que de burn-out. Et il est important d'en parler. Et aussi même de savoir quels sont les premiers soins, bien quels sont je vais dire, avant d'appeler l'ambulance, par exemple, comment réagir d'abord. merci, merci beaucoup, c'est très important. Ouais, ouais. C'est très important. Parce que lorsque tu perds tes forces là, il y a juste l'eau salée vraiment pour te redonner encore des nutriments nécessaires. Parce que ton corps ne peut pas produire aussi rapidement les sels minéraux, c'est impossible. Ce sont les électrolytes, je pense. Ceux qui font médecine peuvent mieux savoir. Ton corps perd les électrolytes et tu ne peux plus. Tu ne peux plus rien faire. Tu es juste paralysé. D'accord. Donc, c'est donc comme ça que je me rends compte de la chose. J'avais honte de moi parce que je ne pouvais pas justifier à quelqu'un pourquoi j'entrais dans le stress. On parle de quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un que, gars, je viens de subir une situation vraiment terrible. Parce que tu as honte de toi-même. Je dis, même si, déjà que quand tu décèdes, on doit fouetter ton corps. Parce qu'au fond, il n'y a pas de problème. Tu te mets la pression inutilement. Et c'est le cas pour plusieurs étudiants. Pour plusieurs étudiants. Et beaucoup sont décédés de cette façon-là. Bien sûr. C'est ça aussi Donc, le ça, c'est... syndrome, l'une des causes du perfectionnisme. On se dit que, bon, Ouais, voilà, on peut tout, on n'a pas besoin de l'aide, on n'a pas besoin du repos, on peut tout faire. Et malheureusement, à un moment, le corps, ce n'est pas la machine. À un moment, quand le corps lâche, tu n'y peux rien. tout Malheureusement, à fait. il y en a qui perdent la vie comme ça. Dans ton cas, tu as eu la chance qu'il y avait des proches à côté qui ont su réagir à temps, l'ambulance et tout, mais c'est pas toujours. Beaucoup n'ont pas cette chance-là. Donc, d'où l'importance vraiment d'en parler. C'est pour ça que je voulais vraiment que tu reviennes sur cette partie-là en détaillant un peu ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi. Parce que même dans notre entourage, on peut faire face aux gens qui présentent peut-être ces symptômes-là, c'est-à-dire qui perdent même déjà l'orientation. Dans ton cas, tu l'as dit, ta soeur directement, elle est du domaine, elle a pu comprendre. Tu as dit, tu vas aux toilettes, mais tu allais dans la chambre. Ça commence par les petits signes comme ça, après tu t'es écroulé. Donc, on doit être vraiment assez vigilant et aussi s'informer, se cultiver par rapport au sujet pour Tout savoir à fait. voilà, comment réagir. Dans Tout les à fait. amis qui nous suivent via Facebook, s'il vous plaît, likez, partagez le live. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons du stress, du burn-out, comment détecter, quels sont les signes vraiment qui doivent nous alerter, comment même prévenir le burn-out aussi, comment le soigner. Et Ghislaine, tout à l'heure, nous parlait de la période dont il a été victime, voilà, de ce stress et comment tout cela s'est déroulé. Et selon toi maintenant, Ghislain, quelles sont, selon toi, les techniques de prévention? Voilà, parce que là, maintenant, il faut qu'on parle. On a parlé, déjà, tu as bien énuméré les facteurs
qui doivent nous alerter, les signes précurseurs, tout ça. Mais maintenant, comment prévenir? Voilà, parce qu'il y a plusieurs instruments qui nous occupent et nous disent, OK, voilà, pour ne pas me retrouver dans la même situation que Ghislain, pour ne pas me retrouver peut-être, voilà, dans des situations compliquées. Que faire? Je vais commencer par un premier élément qui est la clé, la communication. Lorsque vous parlez d'une situation que vous traversez, lorsque vous parlez d'une situation qui vous stresse, soyez-en sûrs, les amis, ça réduit un stress énorme sur vous. Même si cette personne-là n'est pas en mesure de vous aider. Je dis le simple fait de parler. N'ayons pas peur que les personnes se moquent de notre situation. Et c'est souvent ça le problème de plusieurs jeunes, c'est que non, je vais raconter mon histoire. Après, on va aller écouter dans l'oreille de ci, de ça. Tu ne vis pas pour quelqu'un. Tu ne vis pas pour quelqu'un. La seule personne avec qui tu es en concurrence dans ta vie, c'est toi-même. La seule personne avec qui tu es en concurrence dans ta vie, c'est toi-même. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu n'es pas en avance par rapport à quelqu'un. Tu suis ta ligne. Tu suis ton chemin. Donc, n'ayons pas peur de parler de nos soucis. Ayons minimum une personne dans nos vies à qui on peut parler de tout. Même s'il faut prendre un enfant de 5 ans, le mettre face à soi, raconter ses problèmes. Faites-le. Voilà. C'est très important. C'est très important. Et pour ajouter un peu de l'eau à ton moulin, je dirais que ça permet de c'est comme une décharge émotionnelle. Merci beaucoup. Rien que le fait d'en parler. Parfois, on minimise cela, je pense. C'est pour ça que j'insiste là. Parler, c'est comme si tu décharges tout ce poids-là, en fait. Et c'est un début de solution. Voilà, je te laisse continuer, Ghislain. Tout à fait. Le deuxième élément, pensons à soi. Pensez à soi-même. Laissons les histoires qu'on doit penser à tout le monde, résoudre les problèmes de tout le monde et oublier qu'on existe. Ça veut dire, par moment, retirer 100 € dans votre argent. Voyager, aller quelque part. Pour rien même, allez quelque part. Faites une journée, faites 2 journées, même pour rien, revenez. Prenez 50 €, allez dans un restaurant, même pour rien, achetez un mets, mangez. Buvez le jus qu'on vend dans le restaurant, c'est important. Prenez un peu le temps pour vous. Récompensez-vous à chaque effort, à chaque étape que vous franchissez. Récompensez-vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est vous qui travaillez cela. Si votre corps n'est plus apte, vous ne pouvez plus rien faire. Ni vous aider, ni aider ceux qui sont autour de vous. Prenons le temps pour soi. C'est très important. C'est très, très important. Moi, j'ai ce problème-là. Je ne vous mens pas. Même jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore résolu vraiment ce problème-là. Je me préoccupe plus des autres que de moi. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes de tous les humains au même moment. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Même Dieu ne résout pas le problème de tout le monde au même moment. C'est impossible. Il y a un timing dans toutes choses. Chaque chose a un timing. Priorisez chaque problème que vous voulez résoudre. Ça, c'est le deuxième truc. D'accord. Le troisième point, qu'est-ce que je vais dire? Bon, peut-être après, si les idées te reviennent, mais je pense que les 2 points. Oui, tu as dit? Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire? Si vous arrêtez de vous concurrencer aux autres, si vous arrêtez de vous mettre sur l'échelle avec votre voisin, avec votre ami, avec votre conjoint ou avec votre conjoint, ne vous mens pas, vous aurez une meilleure stabilité psychologique. Il y a des personnes qui peuvent délirer seulement parce qu'ils savent que leur ami les a dépassés ou leur ami a trouvé le travail avant eux. Ils vont devenir fous. Pour eux, c'est inconcevable. Inconcevable, oui. Arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de nous comparer aux autres. Ta situation, c'est ta situation. Accepte-la comme elle est. C'est ta situation. Si les autres ne se plaignent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Hein? Tout le monde a un problème qui le tient à cœur. Tout le monde a une situation qui le préoccupe. On doit savoir cela. Acceptons-nous comme on est. Arrêtons les comparaisons inutiles. Je vais d'abord me limiter d'abord sur ces 3 points vraiment clés. Voilà, magnifique. Donc, je résume, il y a la communication, comme tu l'as dit, qui est un facteur très important.
à Ouais. chaque fois qu'on a un problème, il faut en parler. C'est comme une décharge émotionnelle qui permet qu'on ait un début de solution. Et il faut penser aussi à soi-même, voilà. Parfois, être un peu égoïste, ne pas toujours penser aux autres, mais à soi-même. Et se faire plaisir en se gratifiant de petits cadeaux quand on a, par exemple, obtenu un succès dans telle ou telle activité, c'est important. Et tu as conclu en disant qu'il faut s'accepter soi-même, ne pas toujours se comparer aux autres. Voilà, parce que chaque chose a un timing et il est important de connaître cela. Donc, les amis, si vous avez déjà des questions, posez-les dans le chat. À tous ceux qui nous suivent à Facebook, likez et partagez le live. Bientôt, nous allons pouvoir lire vos questions et Ghislain nous fera le plaisir d'y répondre, quoi. Donc, maintenant, dans les stratégies de prévention du stress, comme tu l'as dit, Ghislain, voilà, il faut communiquer, il faut penser à soi-même, il faut s'accepter tel que l'on est, ne pas se comparer. Mais en lisant, par exemple, certaines études ou bien quand on écoute certaines vidéos, il y a des gens qui disent que l'un des facteurs majeurs ou bien un point qui est important dans la prévention du stress ou bien dans la gestion du stress, par exemple, ce sont les rapports sexuels. C'est-à-dire que quand on est stressé, trivialement dans la communauté, on dit non, voilà, il faut avoir les rapports sexuels. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les rapports sexuels vraiment ont un impact, ont un rôle dans la gestion du stress, dans la prévention du stress? Dans la prévention du stress, les rapports sexuels, on doit déjà le savoir. Il permet de se entlaster, comment je vais dire. Il permet de relâcher. Il permet Oui, de relâcher vraiment. C'est vrai, les rapports sexuels permettent de se relâcher. oui. Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que les rapports sexuels peuvent résoudre le problème du stress? Je vais prendre un exemple très simple pour qu'on se comprenne. Comme j'ai dit, le stress, c'est toute situation nouvelle auquel on est confronté. Oui, Vous avez une antilope qui est confrontée à un guépard qui est en train de vouloir la manger. L'adrénaline, l'antilope entre en période de stress, directement en stress. Ça fait que toutes ces autres capacités, hormis la vitesse, l'échappatoire, donc comment on veut dire, tous les neurones qui sont prêts à l'aider à sortir de cette situation-là, donc à s'enfuir, oui. sont actifs et tout le reste du cerveau est éteint. Tout le reste du cerveau est éteint. Vous allez demander à une antilope qui est en train de chercher à survivre de faire des rapports sexuels. C'est la question qu'il faut se poser. Vous demandez à une antilope de survivre. Attention même, il faut faire très attention parce que tu ne peux pas profiter des rapports sexuels lorsque tu es en période de stress. Si vous lisez bien certaines études, vous allez comprendre que le stress affaiblit la sexualité de l'homme comme de la femme. L'homme perd complètement le désir sexuel. L'homme avec un H perd complètement le désir sexuel en période de stress. Et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est en situation de danger, qu'on doit rapatrier dans 2 mois, que vous voulez faire l'amour. Voilà. Tu vois, c'était donc important justement d'en parler. Donc, je dirais que c'est une intox et c'est une erreur grave que Très grave. plusieurs pensent. C'est une erreur grave que de dire que voilà, en période de stress, voilà, il faut forcément avoir des rapports sexuels. Déjà que, comme tu le dis, c'est parfois la dernière réflexion qu'une personne en cette période de stress puisse avoir au fait. Et malheureusement, plusieurs assimilent généralement le stress au fait que voilà, tu n'as pas de petite amie, tu manques de relations sexuelles. Le problème est ailleurs, comme tu le dis. Donc, tu fais bien d'en parler, tu fais bien de le dire. Et même si c'est une solution, c'est vraiment à court terme. Mais comme toi-même, tu l'as dit, en ce moment-là, c'est la dernière réflexion, au fait. Comme tu as dit, imagine que tu reçois une lettre, comme on dit, de Apchibon. Et puis, tu vas pas penser à ça, au fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Bon, ça, c'est lorsqu'on parle, par exemple, d'une situation stressante qui se présente à nous. Mais est-ce que s'il faut parler de la prévention, est-ce que tu penses quand même que, voilà, tu as dit que, est-ce que ça peut entrer quand même dans ce mode préventif-là? Ou bien, selon toi, c'est Euh, pas du tout?
Il y a d'autres Je méthodes. je veux pas essayer d'heurter la sensibilité des uns ou des autres ou heurter l'aspect religieux ou l'aspect croyance de certains. Lorsque je dis il faut prendre le temps pour soi, lorsqu'il faut, certains vont dire prendre le temps pour soi, ça veut dire prendre le temps, passer du temps avec celle qu'on aime, Oui, avec celle qu'on a choisie, ou avec celle qui est à nos côtés à ce moment-là. Peut-être pendant ce passé de temps-là, gehört dazu, je ne sais pas, peut-être cela est inclus. Je ne vais pas dire non. Chacun a ses convictions, chacun sait comment il gère certaines situations. Ça peut l'aider. Comme il a dit, c'est une activité de relaxation. On va être honnête. oui, C'est oui. une activité de relaxation. Parce qu'il y a une étude même, j'ai oublié le nom de cette étude-là, Brody 2006. C'est une étude de Brody en 2006. J'ai lu l'article là il y a cela quelques jours. Une étude où, lorsqu'on on prenait des personnes, on a pris 20 personnes, on a Oui, pris une catégorie de personnes qui ont eu des rapports sexuels normaux, en fait. Normaux. On reste vraiment dans le sens rapport sexuel femme-homme. Et d'autres, ils ne les ont pas eu. On les a soumis à une période vraiment de stress, à oui. un stress vraiment très, très accentué. Malheureusement, la science n'a pas menti. La science a montré que ces personnes-là qui ont été épanouies, ces personnes-là qui ont eu des relations sexuelles, ont eu une meilleure capacité à gérer leur sexe, leur stress, au fait. Le stress, ouais. Ils ont eu cette capacité à mieux gérer cette période-là. Maintenant, est-ce que cela veut dire que j'envoie des personnes se prostituer ou j'envoie des personnes se livrer à n'importe quelle activité sexuelle? Non, je ne vais pas le faire. Je vais demander à chacun de s'orienter en fonction de ses valeurs qu'il prône. De ses valeurs qu'il prône. Parce qu'il faut aussi noter que dans les rapports sexuels, vous pouvez aussi être chargé négativement. Il faut être très honnête là-dessus. Vous D'accord. pouvez avoir des rapports sexuels avec une personne et vous prenez plutôt du négatif et qui accentue un stress et qui Encore ce stress. accentue une période sombre de votre vie. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre et le comment de ce que vous voulez vraiment. D'accord, Est-ce que ça vaut magnifique. la peine? Ouais, voilà. En tout cas, je Chacun de pense voir. qu'on peut retenir de ce que tu dis que le stress, c'est pas un moyen du moins les réponses, c'est pas un moyen de solutionner le stress, au fait. Il y a Je d'autres dirais méthodes non. que lorsqu'on a le stress, non, c'est pas, de toute façon, c'est pas, moi, je pense que c'est le plus important à retenir de ce que tu viens de dire. Lorsqu'on est face au stress, au burn-out, c'est pas le rapport, c'est ce qui va résoudre le problème. Non, 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 c'est une entorse que de penser cela. Voilà, Je peux ajouter maintenant, quelque chose, un petit point à cela. C'est un peu oui, comme oui. celui qui dit lorsque je suis stressé, je bois la bière. Tu bois la bière, tu oublies pour quelques secondes, après tu reviens à la réalité. Effectivement, Dans effectivement. les rapports sexuels, tu ne résous pas un problème. Tu essayes de penser à autre chose, mais tu vas revenir, la réalité va revenir au galop Effectivement. et Et tu le vas problème ne pouvoir sera faire pas face. Exactement. résolu. Voilà, effectivement. Et justement, j'en parlais également dans mon livre, La grandeur derrière l'échec, Ouais, vu que j'ai lu moi cela. également, tu as lu le livre, donc tu te rappelles Ouais. souvent de cette partie-là. Pour ceux qui ne savent pas, le livre, il est disponible sur Amazon. Donc, j'expliquais effectivement cet état d'esprit dans lequel je me trouvais au moment où j'ai été exmatriculée. C'est-à-dire qu'à l'instant où j'ai reçu cette nouvelle comme un choc, je me rappelle avoir vu une bouteille de vin, je l'ai bu à la trompette, À la pensant tempête. que l'alcool allait noyer mes soucis, au fait. Mais après quelques heures, là, je me suis retrouvée face à ma réalité, face à mon destin, et il fallait trouver un moyen pour avancer. Donc, que ce soit l'alcool, que ce soit la procédure, autre chose, ce ne sont pas des solutions qui vont vous aider. Si peut-être en une fraction de seconde, en quelques minutes, mais après, la réalité sera face à vous et il va falloir l'affronter en utilisant des techniques vraiment adaptées pour pouvoir résoudre le stress, pour pouvoir vraiment faire face au burn-out. Donc, voilà, Ghislaine, tout à l'heure, on parlait de la famille qui est parfois, je dirais, un frein ou alors qui est aussi une entrave, justement, à l'épanouissement de plusieurs personnes ici en Europe. Alors, lorsqu'on se rend compte, par exemple, que son stress vient de la famille, Ghislaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut couper définitivement les ponts ou alors il faut continuer à accepter la famille telle que l'on est, bien qu'elle nous fasse souffrir? Quel est ton point de vue Non, par rapport à ce sujet? tout être humain a une origine. Tout être humain est défini par l'endroit où il vit. Je ne dirais jamais à quelqu'un de couper les ponts avec sa famille. Rien D'accord. de ce que tu vas faire ne doit avancer. Tu peux me croire vraiment là-dessus.
Rien de ce que tu dois faire ne pourra avancer si tu es en désaccord total avec ta famille. Peu importe dans quoi tu t'engages. Peu importe dans quoi tu t'engages. Tu dois avoir la bénédiction, l'accompagnement de ta famille. Maintenant, la famille, ça peut arriver que la famille devient un peu de trop. Ça peut arriver. Mais on ne doit pas oublier qu'on vient de quelque part. Je dis toujours ça. On sait tous les sacrifices souvent que certaines familles, il y a des familles qui vendent leur maison pour envoyer les enfants en Europe. Mais malheureusement, certains de ces enfants-là sont des bekloptes, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, sont des perdus lorsqu'ils arrivent ici. Ils oublient complètement d'où ils viennent. Il y a des personnes ici qui sont prêtes à dépenser 1 000 € à un snack. Leur maman vit en location. J'en connais. Ils vivent en location au Cameroun. J'en connais. Maintenant, je reviens sur un étudiant normal. Il a l'école qui le stresse. Il a la famille qui lui met la pression. On veut l'argent, il y a telle situation. Tu dois pouvoir être capable de prioriser. OK. On ne peut pas t'appeler que l'enfant est malade, qu'on va opérer l'enfant, que tu fasses. Tu ne peux rien faire. Tu n'es pas docteur. Tu n'es pas docteur. Il y a des situations que tu peux dire, je laisse, ça va passer. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes. Tu dois avoir la capacité de, parmi toutes les situations qu'on te raconte, de trier ce que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas, ils vont bavarder, ils vont se calmer, ils ne vont pas te jeter. Tu es leur enfant. Ils ne vont pas te jeter. Parce que, en essayant d'aider la famille au détriment de ta propre vie, ça fait que tu n'es pas vraiment en train de les aider. Tu es en train de les dépanner. Tu vas les dépanner toute une vie, ou alors tu vas couper le robinet pour pour 1 année ou 2 années et les approvisionner vraiment comme il se doit. Maintenant aussi, chacun doit avoir la capacité de causer avec sa famille. Moi, par exemple, j'ai eu la chance que je passe ce problème-là. J'ai une famille qui m'accompagne, j'ai une famille qui est derrière moi à me pousser. Ce n'est pas toucher tout le monde, mais chacun doit avoir la capacité de causer avec sa famille. C'est très important. Dites les vérités. Oui. Tu l'as bien dit, il faut prioriser, voilà, il faut prioriser, savoir quelle est la priorité parmi les problèmes auxquels nous sommes soumis, et parfois aussi pouvoir dire non, et c'est là malheureusement ce que plus je n'arrive pas à faire. Il y a les moments où je dois dire non, c'est-à-dire que tel soit malade ou bien qu'il y ait une opération, qu'il y ait si ça à faire, tu dis non, tu ne peux pas au fait, parce qu'en ce moment-là, tu dois peut-être, prenons le cas d'un étudiant, ta priorité d'abord, c'est de payer ton loyer, ton assurance, de pouvoir manger. Et voilà, s'il arrive au moment où tu ne peux pas, tu leur expliques vraiment et tu leur dis non. Non déplaise qu'ils se fâchent après ou pas. Parce que après, si tu restes stressé, si tu restes ici avec des problèmes, ils ne seront pas là avec toi, au fait. Au contraire, peut-être il y en a même qui vont se moquer de toi et te dire que bon, voilà, comme on le dit trivialement, ben, t'as dépassé, au fait. Donc, d'où l'importance, comme tu disais, de penser d'abord à soi-même. Je pense que ça entre encore dans cette parenthèse-là. Donc, maintenant, Ghislain, si quelqu'un, par exemple, est face au burn-out ou au stress, quelles, selon toi, les étapes, s'il faut citer peut-être 3 étapes, les étapes à mettre sur pied pour pouvoir s'en remettre et guérir? Si tu es déjà dans une période, je vais commencer par le stress. J'ai dit, le stress, lui, se passe en 3 phases. La période d'alarme, de résistance et d'épuisement. Si tu te trouves à une étape d'épuisement, que tu n'as plus de force, mon seul conseil, consulte un médecin, consulte un spécialiste du domaine. Parle avec cette personne. Décharge-toi. Je peux dire, un conseiller, un ami peut t'aider quand c'est encore au début de la phase de résistance. Mais quand ça se complique, va parler avec un responsable de santé. Que ce soit aussi pour le burn-out. Ces personnes-là sont mieux positionnées pour te dire, passe out, fais ceci, fais ceci. Moi-même, je n'ai pas cette capacité de te dire, fais ceci, fais ceci. Parce que ce que j'ai fait pour mon corps, ton corps ne doit pas probablement réagir comme le mien. Donc, ce sont les choses qu'il faut vraiment savoir. Et nous sommes étudiants, on a des assurances. Ça veut dire qu'on peut contacter les psychologues à tout moment. Il y en a dans nos établissements. Il y en a les psychologues dans nos établissements. Mais beaucoup s'en foutent. Ils sont là exactement pour cela. Voilà, sans te couper, il y a beaucoup également qui pensent, voilà, et j'ai vraiment envie qu'on insiste là-dessus, qui pensent que les psychologues, c'est pour les Blancs. Les psychiatres, c'est pour les Blancs. Les Africains ne connaissent pas le stress. Les Africains ne connaissent pas le burn-out. C'est la maladie des Blancs. Il y en a vraiment, je dis, en 2023 qui ont toujours ce raisonnement-là. Et la preuve, c'est quoi? Quand une personne est sujet à ces phénomènes,
la dernière solution à laquelle elle peut penser, c'est d'aller consulter un psychologue, d'aller consulter un psychiatre, au fait. Mais quand il y a déjà ces freins-là, au niveau du... quand on est mentalement limité, comme ça, si je peux le dire, mais comment est-ce qu'on va même réfléchir à cet instant d'aller vers ces professionnels-là, au fait? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela, Gisela? Pour répondre à ta question, j'ai une cadette à moi, ici en Allemagne, qui m'a contacté il y a cela quelques mois. Elle m'a dit, Ghislain, j'ai un problème. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est son problème. Elle ne connaît pas son problème. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. J'ai senti qu'elle était à une période, quand j'ai causé avec elle, on a beaucoup échangé, j'ai senti qu'elle était à une période où elle n'a plus le contrôle sur quelque chose qu'elle fait. Elle n'a plus de contrôle. Je lui ai demandé directement de consulter un psychologue. Je ne vais pas vous mentir, j'ai tourné derrière la personne pendant près d'1 mois. Jusqu'à menacer à bloquer, menacé à la bloquer. Il n'allait plus avoir jamais de contact avec elle si elle ne le faisait pas. C'est après cela qu'elle a pu avoir le courage d'aller rencontrer le psychologue. Et la première rencontre, elle dit, je n'ai rien eu, je n'ai rien. Non, la personne sait ce qu'il fait. La personne a des étapes. Ce n'est pas à l'instant que tu vas dire, j'ai les maux de tête, on va te donner une injection qui va faire partie, qui va faire partie des maux de tête à l'instant. C'est impossible. Donne la possibilité. Elle s'est fait suivre 1, 2, 4 fois. C'était passé. C'était passé. Ce que je fais maintenant, je l'accompagne sur l'évolution scolaire ou c'est universitaire. Je l'aide maintenant à évoluer parce que la personne indiquée a eu à faire son travail. D'accord. Dans ton cas, par exemple, elle a eu la chance que toi, tu as insisté, tu as menacé même de la bloquer et certaines étaient qu'elle est allée rencontrer un psychologue. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir courir derrière les uns et les autres comme ça pour leur demander d'aller chez le psychologue, tu vois. Donc, tu confirmes ce que je disais, c'est vraiment un problème. Ouais. Les gens sont limités à ce niveau, ils disent que non, le psychologue, non, le psychiatre, pourquoi, à quoi bon? Et malheureusement, conséquences s'en suivent, on se dit qu'on maîtrise et à la fin, voilà, on reste... ça a des conséquences encore néfastes et malheureusement, d'autres ne s'en remettent pas, d'autres, on les retrouve morts dans les chambres ou bien perdent vraiment le contrôle et ou bien c'est un stade où c'est vraiment... c'est encore terrible. Je me rappelle des cas où il faut parfois rapatrier même carrément au Cameroun pour qu'ils changent vraiment d'atmosphère. Donc, je pense que les psychologues, les psychiatres, je ne dis, ce n'est pas qu'une affaire de blanc, au fait. Par un moment, il faut recourir au service d'un professionnel. Voilà. Et il ne faut pas toujours attendre la dernière minute. Et je dirais aussi, peut-être tu vas me joindre dans ce sens-là, comme moyen de prévenir ou bien de prévenir surtout, de ne pas rester toujours enfermé sur soi-même. C'est-à-dire, on est dans une communauté, certes, il y a la difficulté, il y a le stress, mais il y a généralement des associations dans chaque ville, que ce soit des Camerounais. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, même ce que vous appelez la santé du dimanche, ou alors même des grill parties, des barbecues, il faut sortir, faire de nouvelles rencontres, parler, faire de la communication. C'est-à-dire que tu vois une personne, tu lui parles de ton problème. Peu importe ce que, voilà, on peut raconter des histoires. Non, tu lui parles, tu décharges d'abord de façon émotionnelle ce que tu as comme problème et ça aide au fait. Donc, malheureusement, une thérapie que j'applique, par exemple, dans ma propre vie. Je ne peux pas supporter un dimanche sans aller jouer au football. C'est mon meilleur médicament. Si je reste un dimanche, je ne joue pas. Ma semaine sera vraiment très bizarre. Voilà. Très bizarre. C'est important. Donc, c'est très important. Voilà, magnifique. Et alors, Ghislain, ça veut dire, est-ce que tu accompagnes par exemple des personnes qui souffrent de stress ou de burn-out ou bien qui ont des problèmes académiques? Est-ce que tu as par exemple une structure que tu as mise sur pied pour accompagner les gens qui ont eu peut-être ce même problème que toi? Tout à fait, tout à fait. OK. J'ai mis sur pied il y a cela quelques mois une structure qui fait dans l'accompagnement des étudiants dans toutes ces phases-là. Si tu me permets, je pourrais faire une présentation tout à l'heure pour essayer d'en parler et de montrer de quoi est-ce il s'agit exactement. Et ouais, expliquer un peu en profondeur ces éléments clés pour que les gens comprennent vraiment de quoi est-ce qu'il est question. D'accord. Bon, je pense que je peux te donner quelques minutes là parce que le temps est aussi à la gauche. Mais ouais, je vais être très rapide. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Les amis, s'il vous plaît, posez déjà vos questions. Juste après ta présentation, là, on va prendre les questions des différents internautes. Pour ceux qui aimeraient intervenir en live et ajouter un peu de doigt à ton moulin ou bien qui aimeraient donner des avis contradictoires, ce sera le moment dans quelques instants, s'il vous plaît. Posez déjà vos questions en commentaire, likez et partagez encore le live, les amis. Donc, Ghislain, voilà, tu as la parole. Tu peux nous présenter un peu. C'est Mopra, c'est ça? Ouais, c'est Mopra.
D'accord, nous Tu t'écoutons. me permets, tu me donnes l'autorisation de présenter là, s'il te plaît. J'ai pas la Bon, possibilité. euh, est-ce que... Ah, tu voulais le faire sous forme de PowerPoint ou bien... Ouais, j'ai 2 pages de PowerPoint. Arso, ok. Je sais pas quoi. Ah oui, là, il faut que je te permette de partager l'écran, c'est ça? Exactement. Hmm, Ouais, ouais, c'est bon. c'est bon, non? Voilà, Ouais, ça a pris. super. Coach. Genau. Comme vous pouvez le voir ici, j'espère que vous parvenez à voir. Oui, c'est bien visible, Ghislain. Ouais. Donc, Mopra, c'est le nom que nous avons pu octroyer à ce cabinet de consulting et d'accompagnement. Modern Pragmatic Consulting and Management. Pourquoi, comment, que signifie, on verra dans la suite. Donc, comment et pourquoi Mopra? Comme son nom l'indique, Modern Pragmatic Consulting Management. Dans le modernisme, ça veut dire, on ne vient pas ici vous lire les livres. Avec Mopra, on ne vient pas vous lire les livres. Au contraire, on s'adapte à la situation exacte que vous traversez. Ça veut dire personne ne sera avec quelqu'un. Les consultations sont individuelles. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de résumé ou une rencontre générale pour parler de la situation de quelqu'un. Donc, on étudie votre situation, on s'adapte à votre situation et on essaye d'aller dans ce sens-là. Dans le pragmatisme, vous allez être désolé, notre analyse, on reste froid. On ne vient pas caresser ici au sens du poil, comme on le dit de façon triviale. On vient vous dire, we speak about fact. On vient parler des faits. On vous dit exactement ce qu'il en est. Que cela vous plaise ou pas, on vous donne une analyse crue de la situation. Et vous devez être prêt à accepter cette analyse-là et accepter ce qu'on va vous donner comme médicament. Consulting. Ici, on s'oriente beaucoup plus, comme j'ai dit, dans le moderne, à votre situation. Vos buts, votre chemin que vous avez dans votre vie, et on essaie de vous donner des points essentiels qui vous permettront de vous orienter le plus possible de ce à quoi vous aspirez. Dans le management, comme vous avez vu ici, là, bien agir pour pouvoir atteindre les résultats bien souhaités. Si les efforts sont départagés, si les efforts ne sont pas focus focus sur un point, vous n'aurez pas d'effet dans votre vie. C'est d'où vient la signification ou la signification de Mopra Consulting and Management. Exactement. Mopra agit à quel moment? Pour les personnes qui viennent exactement d'arriver en Allemagne et qui sont déjà dans les cours de langue. Parce qu'on a beaucoup de lassitude dans la mesure où on prend les cours de langue avec tellement de légèreté. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup n'évoluent pas à l'école à cause des cours de langue. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'école, ils sont perdus. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas tenir un exposé en allemand. Ils sont peut-être au 6e semestre. Ça fait mal de voir cela. Quelle est l'importance de l'intégration? Quel est le bien fondé de la langue? Quelles sont les informations liées à votre titre de séjour? Qu'est-ce que tu devrais savoir dans ton titre de séjour que tu as? Ici, par exemple, on a la possibilité de faire appel aux personnes du BEHED qui viendront nous informer, qui viendront nous entretenir sur certaines thématiques bien définies. Donc, à chaque point que vous voyez là, ce sont des différents séminaires, par exemple, qu'on offre et qu'on offrira et des accompagnements alloués à cela. Le prochain point sont les études, l'accompagnement pendant les études. On doit être honnête. Le système éducatif au Cameroun n'est pas le même en Europe, n'est pas le même surtout en Allemagne. On doit être conscient qu'il y a un changement. Et ce changement-là crée un choc. Tout changement qui apparaît dans notre vie crée une situation de stress. C'est naturel. Comment gérer cette nouvelle vie estudiantine? Quelles sont les difficultés et les challenges qui se rapprochent à ton choix de filière? Ou alors, tout précédemment, comment tu fais même d'abord pour choisir la filière? Quelle est votre analyse que tu peux faire sur toi-même? Quelles sont tes forces, tes faiblesses que tu peux parvenir à donner à quelqu'un pour pouvoir faire un choix de filière? Maintenant, quelles sont les façons stratégiques d'étudier? Parce que certains étudient pour étudier. Parce qu'ils cherchent souvent des témoins. Il faut qu'on sache qu'ils étaient à la bibliothèque. Mais ils n'étudient pas pour étudier vraiment.
comment ça se gère avec les trucs de faisceau, comment ça se fonctionne, comment on s'y prend, comment on évite même le truc de faisceau. Comment est-ce que ça se gère avec les faits rien job? Est-ce que c'est important pour un étudiant de faire seulement le fait rien job ou de faire seulement un veille student? J'ai eu à avoir une conférence avec ADI où je donne des indications vraiment là-dessus. On vous accompagne dans ces différentes thématiques-là. On vous aide même à trouver des veille students. On vous aide comment se structure même d'abord un verbe scribe. Comment est-ce que se structure un CV, un Lebenslauf? Comment on s'y prend? Comment est-ce qu'on se vend en entreprise? Ce sont les éléments que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. D'accord. Genau. Et un dernier point, nous avons les accompagnements pour les débuts de carrière. Comment est-ce qu'on cherche le travail? Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ont une sous-estime de soi. C'est vraiment très dangereux. L'entretien, comment ça se prépare? Le premier boulot, est-ce que vous savez comment on négocie un salaire? Est-ce que vous savez quels sont les éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de négociation de salaire? En fait, ce sont un peu les différents points sur lesquels Mopra s'attarde pour le moment. D'accord. Donc, c'est un peu ça, en grosso modo, ce que j'avais dit. Donc, merci de l'opportunité que tu m'as donné de présenter vraiment Mopra. Donc, c'est tout par rapport à Mopra. D'accord. Avec plaisir, Ghislain. Voilà, merci de nous présenter vraiment ce concept. Je pense que c'est important que tout le monde sache déjà que ça existe et que vous pouviez déjà accompagner ceux qui justement souffrent de stress, de burn-out et ceux même, comme tu l'as dit, qui viennent d'arriver en Allemagne et qui sont désorientés, qui ne savent même pas comment structurer leurs études et même pour ceux après. Quand ils auront fini les études, la question se pose maintenant au nouveau moment de la recherche du boulot. Que faire, dans quel domaine, voilà, postuler. Je pense que c'est vraiment un 3 en 1, en fait. C'est magnifique ce que vous Exactement. proposez avec le MOPRA et je pense que tout le monde devrait être au courant voilà, de ce cabinet-là qui accompagne et qui va aider beaucoup de personnes. Ça, il faut le dire parce que généralement, dans la communauté, c'est le manque d'informations qui pose problème. Voilà, une fois Tout qu'on à a fait. l'information, qu'on sait que si j'ai besoin de tel problème, Mopra est là. Si j'ai peut-être même une connaissance voilà, qui a besoin de cet accompagnement, Mopra est là. Si je veux chercher le boulot. Donc, vraiment, félicitations encore et beaucoup de courage, je souhaite beaucoup de Merci choses à beaucoup. Mopra. Donc, maintenant, on va prendre des questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à l'endroit de Gislam. Voilà, les amis, c'est le moment. Si vous voulez prendre la parole et intervenir, dire quelque chose, c'est le moment. Levez juste la main. Je vais vous permettre de participer via Zoom à l'émission. Voilà, il y a Pelle qui dit, j'ai une question. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment, Ghislain, si je devais recommencer? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense peut-être elle parle de ta période où tu as eu justement ce stress, ce burn-out, où tu as eu vraiment cette difficulté-là. S'il fallait refaire différemment, qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense que j'aurais accepté d'abord la situation que j'ai échoué les matières. Je n'acceptais pas déjà ça, il faut être honnête. Je n'acceptais pas ça parce que moi, j'accepte difficilement l'échec. Je n'acceptais pas que oui, j'ai échoué, vraiment le semestre, j'étais en dessous de 50%. J'ai refusé d'accepter ça. C'était le premier, c'était le départ même de la situation. De deux, je pense que je suis au-dessus de tout. Je n'accepte pas que j'ai les lacunes et que j'ai besoin d'être posé et d'aller vers des personnes indiquées. D'accord. Donc, c'était vraiment ça le problème à ce moment-là. Je pense que si j'avais été plus proche de certains professeurs, si j'étais plus proche de certains étudiants qui avaient l'avance sur certaines matières, j'aurais gagné en temps, j'aurais évité cette période de stress-là, j'aurais mieux géré cette période-là. Et si je parlais avec quelqu'un. Donc, c'est Magnifique. ce que Je je pense dirais. que ouais, la question a été répondue. Les amis, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, levez la main, c'est le moment. Je suis sûre que vous voulez poser beaucoup de questions. Ghislain, il y a Willy qui dit dans les commentaires, bonjour, merci de parler de cette thématique, ça touche beaucoup de gens dans la communauté. Voilà, effectivement. Merci à toi, Willy, de nous suivre. Merci à tous ceux qui sont là. Il y a Cédric là qui lève la main. Oui, Cédric, tu peux prendre la parole. Voilà. Bonsoir, Cédric. Bonsoir et merci encore. Comme Willy l'a déjà dit dans les commentaires, c'est vraiment un thème qui est très enrichissant et qui touche vraiment beaucoup de frères étudiants travailleurs ici en Allemagne. Donc, j'étais un peu surpris de voir que, bon, toujours un peu étonné de voir le nombre de participants quand il s'agit de thèmes comme ça, un peu réduit.
C'est vraiment ça qui est cœur. Mais voilà, j'étais seulement pour enchérir sur le fait au niveau où on a soulevé le point des psychologues dans vu par le point de vue des Africains, que les psychologues ne sont pas conçus. On pense que non. Les Africains ne pensent pas que c'est important d'avoir un psychologue ou bien de se faire suivre par un psy. Je voulais juste enchérir que c'est vu dans le fait que la façon dont la communauté, psychologue n'est pas seulement fait pour les Blancs, mais la communauté sociale, la façon dont la communauté est vue par les Blancs et par les Noirs est un peu différente. Donc, les Noirs mettent plus l'accent sur le vivre ensemble et ce qui fait en sorte que les problèmes sont directement gérés par la société, par les amis. Il y a tellement de communication qui fait que le stress est un peu, comment dire en allemand, ça diminue. Je ne voulais pas utiliser le terme en allemand. Le terme est vraiment réduit. Donc, le stress est beaucoup réduit dans cette communication. Or, les gars, généralement, quand ils arrivent en Allemagne, ils essaient de se camoufler dans le système en Allemagne qui te fait vivre déjà seul dans une chambre. Une chose que moi, je me rappelle au pays, on te disait, ah, c'est pas bien d'être seul dans la maison, c'est pas bien d'être loin des gens, c'est pas bien d'être ceci. Et comme Ghislain l'a encore répété, être toujours en communauté, le dimanche, sortir, aller faire un peu de sport, être dans un groupe, chercher les associations proches de ta ville, chercher toujours à être en contact avec les gens pour que ceux qui sont proches de toi, parce qu'on se rend compte, beaucoup sont là, mais ils ont une vie plutôt sur les réseaux, les gens avec qui ils communiquent se trouvent à des kilomètres et les gens qui sont voisins, je l'emmène à même pas en contact. Or, ce sont ce genre de choses qu'il faut essayer un peu de plus, mettre l'harmonie dans la communauté et la communauté la plus proche de toi. Ne pas chercher à avoir des amis qui sont aux États-Unis parce que quand il y a un problème, ils ne sont pas là pour t'aider. Or, la première personne qui t'aide, c'est d'abord ton voisin. C'est rassurer qu'on est entouré de bonnes personnes et des gens de la communauté. Vraiment, c'est ces facteurs-là aussi qui diminuent le stress et qui nous permettent d'avancer vraiment dans les objectifs qu'on aimerait avoir. D'accord, Merci pour magnifique. ces compléments-là, vraiment. Ouais. Merci Cédric, merci vraiment de renchérir vraiment ce point-là. C'est important de revenir dessus, vu que, comme tu l'as si bien dit, ton voisin le plus proche, ton voisin de palier est la personne avec qui tu devrais être le plus en contact parce qu'au cas où quelque chose t'arrive, c'est la première personne qui va réagir au fait. Mais pour cela, il faudrait que tu aies de bons contacts, pas que des contacts virtuels, Ouais. contacts physiques avec la personne, de telle sorte que même si tu manques pendant 3 jours, qu'elle dit, mais depuis, je n'ai pas vu tel sorti, qu'est-ce qui se passe? La preuve, on a vu beaucoup de personnes mortes dans les champs en Allemagne. C'est après 4 jours, 5 jours, parfois une semaine, qu'on se rend compte que mais telle personne a disparu. Alors que si tu as un voisin à qui peut-être chaque matin tu dis bonjour, bonsoir, c'est comment? S'il fait 2 ans de te voir et il sait que je n'ai pas là en vacances, il va peut-être venir toquer. Bien sûr. Et puis, ça peut éviter le pire. Donc, tu fais vraiment bien de renchérir cela. Je ne sais pas si Ghislain a quelque chose à dire encore par rapport à ça. Non, je pense que Cédric a été assez clair et il a beaucoup renchéri sur les éléments dont il fallait. Et le contact visuel, le contact physique avec les personnes est plus important que ce qu'on vit dans les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, super. Vraiment magnifique. Merci encore, Cédric, d'avoir été des nôtres. Je vais prendre notre question. Il y a Fritz Tchatchouen qui dit la communication est importante, mais est-ce qu'on doit communiquer avec tout le monde? Car tu peux parler avec un ami après, c'est lui-même qui aggrave ton problème. Qu'est-ce que Ghislain dit? C'est vrai, je pense que j'ai essayé d'évoquer cela tout d'abord. Il faut se poser une question. Tu es à la recherche d'une solution ou tu as peur plutôt qu'on se moque de toi? Si tu as peur qu'on se moque de toi, ça veut dire que tu n'acceptes même pas ta situation. Non, attends, Ça veut dire... tu n'as pas bien compris la question. Elle dit, tu peux parler à un ami, mais après, c'est lui-même qui aggrave ton problème. Pas qu'il se moque de ton problème, mais qui il aggrave donne un ton mauvais problème. conseil. Oui, là, elle parle du mauvais conseiller, au fait. C'est-à-dire, peut-être tu vas chez un ami, tu lui dis, bon, voilà, peut-être je suis audite Facebook, je sais pas comment je vais composer. Et puis lui, il te dit, non, va d'abord chercher les papiers avant de venir composer. Par exemple, ça peut Ouais. peut-être être un mauvais conseil, mais bon, dans ce cas de situation, voilà, comment réagir? Je pense un peu dans ce sens-là. La solution, comme il dit, lorsqu'on parle, je vais un peu revenir encore de façon externe. Ouais. Lorsqu'on parle d'une situation à quelqu'un, c'est pour que la personne essaye de nous ouvrir les yeux sur les différentes ouvertures. Parce que lorsque nous sommes concernés par une situation, souvent, on perd la faculté de réfléchir, on perd notre lucidité. Maintenant, le fait de s'ouvrir aux personnes, c'est pourquoi on essaie de te donner les différentes pistes.
Maintenant, toi, tu te connais. Tu connais tes capacités, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Est-ce que le chemin qu'on te propose passe avec ton style de vie? Si je te dis que pour éviter le stress, va te faire prostituer chaque mois. Est-ce que tes valeurs que tu prônes te permettent de vivre cela? Donc, tu dois avoir aussi cette capacité-là de te connaître et de savoir ce que tu veux effectivement. Ce n'est pas que la personne veut automatiquement te désorienter ou aggraver ton problème. La personne essaie à sa façon de t'aider. Mais c'est à toi de savoir quel est le meilleur conseil qui passe avec mon style de vie. D'où Donc, l'importance, je demander dirais, conseil ne veut pas dire aller à l'aveugle. Oui, je pense d'où l'importance d'avoir un très bon entourage. Parce que malheureusement, en situation de faiblesse, quand les conseils fusent un peu de partout, on n'a pas la stabilité, je peux dire, on n'est pas assez posé pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Pourtant, si on a un bon entourage qui nous donne des conseils en ce moment-là, voilà, ça peut nous être utile. Donc, comme tu l'as dit à Fritz, là, voilà, il faut savoir discerner. Et moi, je renchirais en disant avoir un bon entourage, au fait, parce que tu peux percevoir cela comme un mauvais conseil, mais comme tu l'as dit, c'est la solution qu'elle pense qui peut être bonne pour toi. Elle n'est pas forcément mauvaise vue de son côté, quoi. Donc, voilà. Si vous avez une autre question, les amis, posez-les dans le chat parce que voilà, nous allons bientôt, l'émission tombe bientôt à sa fin. S'il y a encore une ou deux questions là, nous allons les prendre. Bien, s'il y a des interventions, des gens qui aimeraient apporter, qui aimeraient ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Ou bien des gens qui ont, si vous avez une expérience personnelle, ou si vous avez eu à vivre le stress ou le burn-out de façon différente, c'est peut-être le moment de partager votre expérience avec nous. Hein, ça peut renchérir plus d'une personne. Donc, voilà. Je ne sais pas si du côté de Facebook, il y a des questions. Je vais regarder rapidement là. Mais bon, je ne vois pas encore des questions. Mais bon, Ghislain, le temps nous tient déjà un peu à la gauche. Et, avant qu'on ne se sépare, voilà, tu l'as dit au début de l'émission, tu travailles en tant qu'ingénieur et tu as aussi ce cabinet de consulting, Moupra. Comment est-ce que tu parviens à t'organiser pour pouvoir gérer toutes ces activités, au fait? Comment tu parviens à trouver l'équilibre? Ouais, le gros challenge, honnêtement, c'est le time management. C'est la gestion du temps. Oui, C'est le plus costaud des challenges. Et malheureusement, ça t'amène à filtrer encore de plus en plus tes contacts. Il y a des personnes avec qui tu ne peux plus passer le temps. Malheureusement, c'est comme ça. Tu dois filtrer. Est-ce que cette personne-là vaut vraiment la peine? Est-ce que les 1 heure que je devrais passer avec cette personne-là, ce ne serait pas mieux que je prenne ces 1 heure de temps-là pour écouter quelqu'un qui va m'expliquer son problème? Donc, à un moment, dans ton entourage, tu es souvent mal compris. On a l'impression que tu es déjà arrivé, on a l'impression que tu es trop dur, tu penses que tu es parfait. Non, tu as la difficulté d'être compris, au fait. Ça, c'est un gros challenge auquel je fais face constamment. Et des personnes qui partagent aussi cette philosophie-là. d'accord. Ouais. Donc, je vais prendre une dernière intervention là. Il y a Appel qui lève la main. Oui, tu peux prendre la parole. Je pense qu'après toi, là, s'il n'y a plus d'autres questions, voilà, le Yentoul prendra fin. Voilà, Appel, oui, tu as la parole. J'espère que vous m'écoutez bien. Je voulais Oui, intervenir par très rapport bien. au sujet déjà qu'on a eu aujourd'hui, le stress et le burn-out, et une des répercussions qui est très, très commune. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'il y a la dépression. Il y a beaucoup d'étudiants que voilà, ça commence avec un petit stress et un burn-out et après ça rentre dans une dépression et on ne peut pas compter le nombre d'étudiants, comme ça a été déjà dit, qu'on a déjà renvoyé au Cameroun en tant que paquet, pour ne pas dire l'école des étudiants qu'on a déjà renvoyé au pays. Et parfois, c'est clairement très difficile de ne pas parler aux amis. Et j'aimerais juste, vu que nous sommes dans le contexte de l'Allemagne, donner le numéro. Ça s'appelle le téléphone Seelsorge si jamais quelqu'un est dans une situation où, voilà, qui a des pensées noires. C'est le 0800 111 0 111. Donc 0800 111 0 111. C'est un numéro qui est disponible 24/7 et qui très souvent va, voilà, orienter des gens qui sont dans des situations de stress ou de burn-out vers les personnes, voilà, dans leur communauté qui peuvent, voilà, les aider
En tout cas, voilà, généralement, parce que ce n'est pas aussi non plus très facile, vu que c'est stigmatisé dans notre communauté, ce n'est pas toujours très facile d'aller vers les gens et accepter qu'on est faible, entre guillemets, accepter que, voilà, on a cette difficulté-là. Donc, ça pourrait être une option pour certaines personnes, voilà, d'appeler, entre guillemets, des inconnus, mais la plupart sont des professionnels, bien qu'inconnus, et expliquer leur situation. Et ces gens pourront les donner, voilà, des pistes de solutions, quoi. D'accord, d'accord. Merci, Appel, pour ce complément d'information. Je te prierai d'écrire ce numéro dans le chat. Ça pourrait aider plus d'un. Alors, c'est une autre solution hein, pour ceux qui peut-être trouveront que c'est mieux de parler à un inconnu. Mais comme tout à l'heure, Ghislain a présenté, je le conseille également Mopra. Voilà, n'hésitez pas également à les contacter si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Voilà, et puis s'ils trouvent que c'est important de vous recommander vers des professionnels, je pense qu'ils le feront, quoi. Donc, c'est clair qu'il y a d'énormes possibilités. Que vous soyez en période de stress, de burn-out, vous n'êtes pas seul. Déjà, il faut le reconnaître, il faut pouvoir détecter voilà, les signes annonciateurs. Et durant l'émission, tu as bien énuméré tout cela. Voilà, et surtout, lorsqu'on fait face à ces problèmes, tu l'as dit, comme point important, il y a la communication, il y a le fait de pouvoir penser aussi à soi-même, c'est-à-dire se gratifier, se faire des cadeaux, célébrer chaque victoire et accepter aussi ta situation, se dire qu'on est sur la vie, on est sur cette terre, chacun a son rythme, on n'est pas en retard par rapport à une personne, on n'est pas en avance, on suit juste son chemin, aussi sa destinée. Lorsqu'on comprend ça, voilà, on avance plus facilement et ça nous évite également le stress et le burn-out. Alors, l'émission était tellement intéressante, je n'ai même pas vu le temps passer, mais comme toute bonne chose, voilà, ça doit prendre fin. Je vois qu'il n'y a plus de questions et il n'y a plus d'intervention. Donc, Ghislain, si tu avais un mot de fin à dire, ce serait lequel? Concernant la thématique, si j'ai une chose à dire, parlons, communiquons, communiquons. Il n'y a pas une situation qui est trop grave, communiquons. À chaque situation, il y a toujours, à chaque problème, il y a toujours une solution. Ne pensons pas que nous sommes à bout ou que notre cas est vraiment désespéré. Il y a toujours une solution. Donc, n'hésitons pas, communiquons, parlons, parlons, parlons. C'est vraiment ce sur quoi je vais beaucoup m'attarder. Voilà. Alors, merci encore une fois de plus, Ghislain, de nous avoir honorés de ta présence ici, d'avoir égrené justement, voilà, d'avoir parlé du stress, des causes, des conséquences et surtout, voilà, des stratégies que l'on peut mettre sur pied pour pouvoir se relever. Donc, les amis, c'était vraiment un plaisir de vous savoir également nombreux à cette émission du Reggae Talk avec Ghislain. Le temps est vite passé. Nous voilà déjà à la fin de l'émission. Vraiment, nous allons parler de ce sujet vraiment qui touche l'actualité, cette épidémie du stress, du burn-out. Donc, nous allons plonger dans les causes, les symptômes, les conséquences. Nous allons également explorer les stratégies et les conseils pratiques pour reconnaître et prévenir ces phénomènes et surtout de les guérir. Alors, pour tous ceux qui ont loupé, le replay sera disponible à YouTube et vous aurez l'occasion de regarder encore. Et si vous avez des questions, si vous voulez aller en détail, vous pourrez contacter Ghislain qui sera très enchanté de vous accompagner au besoin. Donc, pour conclure, j'aimerais juste rappeler que voilà, il est important de rappeler que le stress, le burn-out ne sont pas une fatalité et que ça peut toucher n'importe qui. Voilà. Mais avec la bonne information, avec le soutien adéquat et les changements appropriés dans nos modes de vie, on peut le surmonter. Donc, et pour cela, la prise de conscience reste la première étape et bien évidemment suivie par l'action. Donc, sur ces mots, je vous dis merci d'avoir été nôtres. Merci à tous ceux qui nous ont suivis via Facebook, qui ont été dans ce Zoom, qui sont intervenus, qui ont posé des questions. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait chaud que de savoir que vous répondez toujours présent au Reggae Talk. Cette émission qui permet à toute personne ayant connu des difficultés ou des échecs dans sa vie de venir ici s'exprimer afin de partager cela avec nous. Donc, merci une fois de plus à Ghislain et nous te souhaitons bon vent dans toutes tes entreprises, beaucoup de succès avec Mopra, voilà,
Et on se dit à très prochainement pour une autre épisode du Regen Talk. D'ici à là, Merci portez-vous bien. beaucoup. Et bon dimanche à tous. Bye bye. Merci. Bon dimanche. Bye. Bye.